Il y a Marguerite Stern et Dora Muto, nos deux transphobes de service françaises, qui ont publié un livre récemment. Et j'ai vu qu'elles sont passées sur le Figaro, la chaîne YouTube, pour en parler. Et je me suis dit, on va peut-être bien faire un react à ça. Hein, parce qu'il y aura forcément de la sophistique à tout va. Et des choses à répondre, n'est-ce pas? Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Ici Avec même. Super Prof. Donc le Figaro, la chaîne YouTube, a publié cette vidéo. Marguerite Stern et Dora Muto alertent sur les dérives de l'idéologie transgenre. Donc charmant programme, un titre pas du tout problématique pour commencer. Une vidéo qui a été publiée il y a 2 jours et 45 000 vues. Mais ouais, donc Marguerite Stern et Dora Muto, on a déjà fait un react à ces deux personnes il y a quelques temps sur Twitch. Elles étaient passées sur Valeurs Actuelles, toujours pour parler de transidentité. Toujours avec une approche évidemment transphobe et ultra sophistique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder leurs vidéos. Elles ont publié un livre récemment, je sais pas si vous avez vu, ça fait un peu de bruit parce que sur Twitter par exemple, on a pu voir que je crois que c'est un adjoint à la mairie de Paris qui a contacté la société qui c'est quoi déjà cette société qui s'occupe de la de la publicité en région parisienne et qui a fait en fait il y avait une campagne de publicité pour leur livre dans Paris et évidemment la transphobie étant un délit ça a été vite retiré parce qu'il y a des gens qui s'en sont plaints et parce que je crois que c'est des associations qui s'en sont plaints à la base. Et l'agent de la mairie de Paris qui a publié un tweet en disant qu'il avait saisi justement l'entreprise qui s'occupe de ça, de la publicité comme ça, et puis donc du coup ça a été retiré. Ça a été retiré. Madeleine, c'est un... Donc on va se regarder ça. Ça dure 14 minutes 49. Et puis on va commenter. Hein. Madeleine, c'est un homme transféminin qui a transitionné à partir de l'âge de 30. Ok, première chose, ça veut dire quoi transféminin? Qu'est-ce que ça veut dire transféminin? J'aimerais juste savoir. Quelle est la définition de ce terme? 35 ans. Donc c'est aussi quelqu'un qui a pris le temps de faire les choses. Ce que dit Madeleine, c'est que... Attends, il y a un petit... j'ai pas vu une phrase. Victime des transactivistes, nous voulons protéger les plus jeunes des dérives de l'idéologie transgenre. Est-ce qu'on n'a pas déjà une punchline bien particulière pour commencer cette vidéo? Si t'es victime de transactivisme, les transactivistes étant les gens qui défendent les droits des personnes trans, ça veut probablement dire que t'as un discours assez transphobe. Probablement. À partir de l'âge de 35 ans. Donc c'est aussi quelqu'un qui a pris... Dérive de l'idéologie transgenre, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Hein. Aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Le temps de faire les choses. Ce que dit Madeleine, c'est que mais en fait, elle aurait bien aimé faire autrement. Elle aurait bien aimé que les médecins aient autre chose à lui proposer que la... Ok, on a un début de vidéo, on sait pas... Donc j'imagine qu'on est en train de citer une anecdote. Dora Muto et Marguerite Stern ont publié un livre qui s'appelle Transmania. J'ai évidemment pas lu ce livre. Et j'imagine que leur livre est criblé d'anecdotes. Je pense que c'est Anecdote Land pour en fait faire de certains cas particuliers une généralité et dire qu'en fait la transidentité c'est problématique. L'opération dite de réassignation sexuelle, parce qu'elle le dit elle-même, c'est une forme de mutilation en fait, et qu'il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Elle aurait bien aimé aussi se retrouver face à des médecins. Ok. Ouais, donc je sais pas si leur livre c'est ça, mais en fait, déjà on commence tout de suite, c'est de l'anecdote. Mais après c'est souvent ce qui a lieu dans ce genre de débat, c'est que les gens qui sont transphobes ou qui ont vraiment un problème avec la transidentité, vont se focaliser en fait tout leur discours sur des anecdotes qu'on pourra probablement difficilement d'ailleurs aller vérifier empiriquement. Ils vont prendre des anecdotes généralement de gens qui veulent ce qu'on appelle détransitionner après avoir eu recours à des chirurgies esthétiques. Mais évidemment que si on regarde les données empiriques générales sur la question, on voit que lorsque les personnes trans qui ont des idées suicidaires ou qui ont déjà fait des tentatives de suicide, lorsque ces personnes-là ont recours à des chirurgies, on se rend compte que le taux de tentatives de suicide et le taux d'idées suicidaires diminue de manière absolument significative. Donc en fait, ces chirurgies-là et toutes ces choses-là qui servent à transitionner sur le plan physique, qui peuvent être aussi bien des chirurgies que des thérapies hormonales, toutes ces choses-là ont un impact davantage positif que négatif, et ce de manière significative. Et donc tu pourras toujours citer des anecdotes de personnes qui peut-être ont souhaité détransitionner, et pour qui ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a eu recours à des choses qui sont irréversibles ou quasiment irréversibles, mais ça reste des anecdotes qui, dont la pluralité des données scientifiques n'ont aucun impact pour le go significatif. Même si ça reste un problème pour ces personnes-là, évidemment. En fait, est-ce que ça ne dénote pas le fait que justement, il faudra un accompagnement pris au sérieux des personnes qui se posent des questions sur leur identité de genre, prendre ça au sérieux, même s'il faut laisser du temps de réflexion obligatoire, etc., mais en respectant le consentement de la personne sur sa décision. C'est déjà le fait de pouvoir faire une opération chirurgicale jugée comme irréversible ou faire des thérapies hormonales, c'est déjà pris au sérieux. Ça se fait pas en un claquement de doigts, et voilà, il y a souvent il y a un accompagnement généralement des personnes qui souhaitent transitionner dans cette optique-là. Qui la questionne, qui tente de comprendre avec elle d'où...
les transphobes sont comme s'il y avait pas, font comme s'il n'y avait pas des accompagnements, comme si du jour au lendemain tu pouvais faire la chirurgie. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Déjà, la chirurgie sur enfant, ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Sur enfant, ça n'existe pas la chirurgie. Enfin, pas en France en tout cas, pas dans les pays occidentaux, à ma connaissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, ils font comme si il suffisait de, je sais pas, d'aller. Je sais pas exactement comment ça se passe pour, par exemple, de la chirurgie esthétique. Si moi, par exemple, je veux aller me faire la chirurgie esthétique pour le nez, ou je sais pas, faire des injections de botox, j'en sais rien. Je sais pas à quel point c'est facile de faire ça, mais je pense que dans leur tête à eux, c'est ça en fait, tu vois. Tu vas chez le chirurgien, tu dis voilà, je voudrais avoir ceci, cela. Ils disent ok, vous êtes disponible quand? Un devis et revenez quand vous aurez validé le devis et puis voilà. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça évidemment quoi. D'où venait cette dysphorie? Et d'ailleurs c'est fortement déconseillé, même dans le DSM-5, il est carrément indiqué noir sur blanc. Et de la part des instances, de la part des grosses instances de pédiatrie et de psychologie, il est indiqué noir sur blanc qu'il faut qu'il y ait un accompagnement solide sur la durée, etc. Voilà quoi. C'est absolument déconseillé de valider n'importe quelle proposition, enfin n'importe quelle demande de chirurgie, etc. Même envers les adultes, sans avoir un délai préalable pour revoir la position, consulter un psychologue ou je sais pas quoi, enfin bref. Ça n'a pas été fait. Le transgenrisme mène vers une forme de transhumanisme. Finalement, c'est se dire que le corps est modulable, il n'a pas trop d'importance, etc. What the fuck? Attends, je déteste ce genre de phrase. Le transgenrisme, ok, le transgenrisme, c'est quoi? C'est un pont vers le transhumanisme, c'est ça le... Le corps est modulable, il n'a pas trop d'importance, etc. Tout ce qui compte. Ok, c'est pas du tout une conséquence de... Ok, c'est quoi l'argument pour ça? En fait, quand il y a une phrase qui sort comme ça, j'ai même pas envie de faire tout le truc, j'ai juste envie de demander c'est quoi l'argument pour ça, et après on pourra en discuter. C'est l'esprit. Ensemble, vous menez depuis... Moi non plus, je vois pas en quoi changer le corps, je vois pas en quoi le fait que le corps soit modulable soit une problématique. À moins d'avoir, je sais pas, à moins de sacraliser le corps, mais ce que je trouverais absolument dangereux. Ce qui m'intéresse le plus, ce à quoi j'accorde le plus d'importance, c'est le bien-être des gens. Ok, à la fois le fait qu'on viole pas leurs droits fondamentaux et à la fois le fait qu'on puisse maximiser, si possible, leur bonheur. Et tout ce que je vois, c'est que les opérations, encore une fois, envers les personnes transgenres, permet de maximiser leur bonheur, de minimiser leur souffrance au maximum, et le tout sans commettre de violation de droit, et ça c'est ce qui a le plus d'importance pour moi. Le fait que le corps soit modulable ou pas modulable, pour moi c'est une question vraiment tangentielle. Plusieurs années, un combat contre l'idéologie trans. Qu'est-ce qui vous a amené là? Alors moi j'ai créé un compte il y a quelques années sur la sexualité féminine, compte Instagram qui s'appelle Tajoui, qui parlait de problèmes de femmes, donc la sexualité des femmes, des règles, des fausses couches, etc. De choses qui concernaient en fait les femmes biologiques. Et puis, il y a des... Les femmes biologiques, c'est vrai que, en général, j'entends le mot homme ou femme. Dans la plupart des contextes, je pense au genre, et après, il y a des contextes où le mot homme et femme est, en fait, on parle vraiment de ce qu'on pourrait appeler le sexe. Et après, il y a encore des définitions différentes de sexe biologique, hein, donc là encore, il faudrait faire j'ai envie de dire une analyse sémantique pour savoir exactement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du sexe gamétique, du sexe chromosomique, etc. Bon, ça, c'est... voilà. Mais quand on me dit une femme biologique... Ok, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire femme biologique? Une personne dont le genre est femme et dont le sexe est femelle, de quoi on parle? Militants transgenristes qui sont venus m'expliquer que j'étais transphobe parce que je ne parlais que d'organes féminins et qu'il fallait inclure dans mon compte Instagram les pénis de femmes. À partir de là, on a commencé à me traiter de TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Féministe, donc une féministe qui n'inclut pas les personnes. Elle s'est fait percer les oreilles. Elle a transformé son corps à tout jamais. Pourquoi elle milite dès que ça concerne les parties génitales? On sait pourquoi, mais je sais que la question est rhétorique. Mais... Trans dans son combat, tout simplement parce que ce compte-là avait un angle particulier qui était la sexualité hétérosexuelle entre hommes et femmes. Et en fait, ce sujet a commencé à juste m'intéresser. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai googlé TERF, j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que c'était le genre, qu'est-ce qu'était la transidentité, et à me rendre compte effectivement que dans les milieux féministes, en fait, le terme femme n'évoquait pas ce que moi je pensais que c'était, c'est-à-dire pour moi être une femme est une réalité biologique, ce n'est pas un ressenti. Ça fait plus. Être une femme est une réalité biologique. En fait, il y a tellement de choses à désamorcer dans le vocabulaire des TERF. Souvent, quand on creuse un peu, on voit qu'on se heurte à des problèmes de sémantique. Hein. C'est selon ma définition du terme X, blablabla. Et en fait, on a envie de dire, ok, selon ta définition, mais c'est pas la définition que nous on emploie. Donc, selon notre définition à nous du terme X, du terme homme ou femme, ok, la proposition elle est vraie. Et souvent, on rentre vite dans un truc on tombe presque dans un truc de réalisme linguistique où on estime que les mots ont des définitions objectives.
Ce qui pour moi est un non-sens. Hein. Genre, je sais pas ce que ça veut dire que pour moi qu'un mot est une définition objective ou une vraie définition. Depuis 10 ans en fait que je suis dans les milieux féministes, j'ai été fémène, voilà, et en 2019 j'ai créé le mouvement des collages contre les féminicides. Donc c'est un mouvement vraiment centré sur la défense des femmes face aux violences conjugales, aux féminicides. Et puis j'ai vu petit à petit en 2020 des femmes commencer à utiliser mon esthétique et à la reprendre en fait à leur compte, la détourner presque au service de la cause trans. J'ai vu des collages comme une femme trans est une femme et ça m'a paru insupportable que finalement ce soit des hommes désormais qui soient érigés en nouvelle égérie du féminisme. Donc j'ai Ok, mais du coup, c'est pas des hommes, c'est des femmes. commencé à prendre Et ces personnes-là, les femmes trans ne sont pas érigées la parole sur je sais pas, en star du féminisme ou je sais pas quoi. ce sujet début 2020. Et je pense que j'aurais pas fait une fixette entre guillemets aussi longtemps si on n'avait pas tenté de m'empêcher de parler. Qu'est-ce justement cette idéologie trans que vous dénoncez? Donc l'idéologie transgenre, c'est cette croyance selon laquelle on peut naître dans le mauvais corps. Avant, on parlait de transsexualisme, c'est-à-dire des Cette croyance selon laquelle on peut naître dans le mauvais corps. Ok, j'ai jamais vu une définition. Après, c'est quoi le mot? C'était transgenrisme, c'est ça? Avant, on parlait de transsexualisme, c'est-à-dire croyance selon laquelle on peut naître. C'est cette croyance. C'est Donc l'idéologie transgenre, L'idéologie transgenre, c'est la croyance selon laquelle on peut naître dans le mauvais corps. Source. c'est cette croyance selon laquelle on peut naître dans le mauvais corps. Avant, on parlait de transsexualisme, c'est-à-dire des personnes qui pensaient qu'elles pouvaient changer de sexe en prenant des hormones ou par des opérations dites de réassignation sexuelle. Aujourd'hui, on parle de transgenrisme, c'est-à-dire Tu peux changer de sexe, évidemment que tu peux changer de sexe. Ça va dépendre de ça dépend de la définition de sexe, ok. Une personne qui fait des chirurgies pour changer de, on va dire changer de sexe, c'est dans le sens sexe phénotypique, évidemment. C'est pas dans le sens je fais une chirurgie et mes chromosomes XY ont changé ou je sais pas quoi. des personnes qui ne se concentrent pas que sur le sexe biologique, mais qu'elles se concentrent sur le genre, c'est-à-dire sur l'étiquette sociale, sur la façon dont elles sont perçues. Ça s'est fait sur le long terme, le passage. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que ces deux personnes sont d'accord pour dire que le genre existe et que c'est un fait empirique observable. Ok, le genre c'est un mélange de plusieurs choses, dont effectivement un rôle social tenu par certaines personnes. Mais si elles sont d'accord que le genre existe, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas simplement dire qu'on peut changer de genre en fait? Je comprends pas. Du transsexualisme au transgenrisme. Et comment ce basculement s'est fait? Ça s'est fait avec un certain nombre de lois qui Ça fait un homme de paille comme si on prétendait que les gens naissant avec un cerveau homme-femme, comme si on prétendait qui naît dans le bon ou le mauvais corps. Oui, on se comprend, ouais. sont passées et qui ont autorisé Déjà, je sais même pas ce que ça veut dire naître dans le mauvais corps. Je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. le fait qu'on puisse se déclarer femme ou homme en n'allant pas jusqu'au bout de la transition. Et donc, on considère qu'on peut être un homme ou une femme avec des organes qui correspondent au sexe opposé. Par exemple, Ok, c'est quoi le problème avec ça du coup? Est-ce que c'est en train de dire que c'est faux? là, il y a la sénatrice Mélanie Vogel qui est en train d'essayer de faire passer une loi sur l'autodétermination. C'est donc l'idée que on va à la mairie là et en 5 minutes, on peut changer de sexe sans les papiers sans même avoir un avis médical. Le sexe Non, on change pas de sexe, on change de genre. J'arrive pas à savoir. Des fois, en fait, je les écoute et je me dis, est-ce que c'est de la mauvaise foi volontaire? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ou est-ce qu'elles s'en mêlent elles-mêmes les pinceaux? Parce qu'en fait, leur position est pas clairement définie et probablement contradictoire. sur les papiés, où maintenant ils disent genre sur les papiers, mais justement il y a une forme de confusion, n'est pas en corrélation avec... Encore une fois, évidemment que évidemment qu'une personne qui va changer son sexe sur ses papiers, ce qu'elles appellent changer son sexe sur les papiers d'identité par exemple, la personne n'est pas en train de dire ok, avant j'avais des chromosomes XX et maintenant j'ai des chromosomes XY. Elle est pas non plus en train de dire avant je produisais des petits gamètes et maintenant je produis des grands gamètes. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Donc en fait, de quoi elle parle? Avec aucune vérité biologique, c'est juste quelque chose qu'on déclare. Quand on dit idéologie, c'est parce qu'il y a véritablement... Pour aller dans leur sens, il y a un truc sur les papiers d'identité, c'est encore écrit sexe. Ouais, je crois que c'est encore écrit sexe. Je sais pas si j'ai ma carte d'identité qui traîne là. Attends, j'ai mon passeport, je vais regarder ce qu'il y a marqué. Mais il y a probablement marqué sexe, ouais. Alors, date de naissance, nationalité. Ah si, sexe, ouais. Sexe masculin, ouais. Ouais, c'est marqué sexe sur les papiers d'identité. Ceci étant dit, là c'est vraiment un manque de charitabilité. Évidemment qu'on parle pas des chromosomes, évidemment qu'on parle pas du type de la taille des gamètes qu'on produit, évidemment qu'on parle pas de, je sais pas, d'avoir certains types de gonades plutôt que d'autres, voilà. Une volonté d'imposer ça. Je crois que c'est pas en Espagne où ils ont changé ça d'ailleurs.
En Espagne, maintenant, c'est genre sur les papiers d'identité. À tout le monde, et toute personne qui n'est pas d'accord avec ces nouvelles définitions, eh bien, se fait harceler, va subir de la cancel culture, etc. On parle d'idéologie parce qu'il y a de véritables leviers derrière. Il y a des leviers au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau universitaire. Il y a aussi un certain lobbying dans le monde de la recherche médicale, au niveau des labos pharmaceutiques, dans les... Ok, après, je trouve pas ça intéressant de dire que c'est une idéologie. En fait, que ce soit ou non une idéologie, en fait, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous avez des arguments qui justifient en fait votre transphobie, quoi. J'ai envie de dire. Les médias, voilà. Et donc, c'est un véritable projet politique. À deux doigts de dire qu'elles vivent une discrimination systémique, bah, c'est souvent que ces personnages vont se placer en victime. En fait, il y a un inversement, si tu veux, voilà, de classique du rôle discriminant-discriminé. Alors que, je sais pas, on sait très bien que le taux de suicide, par exemple, est 7 fois supérieur chez les personnes trans par rapport aux personnes non trans, par exemple, quoi. Les discriminations systémiques du type discrimination à l'embauche, logement, tout ça, c'est évidemment envers les personnes transgenres et pas envers les personnes non transgenres, par exemple. Un certain nombre de médecins qui m'ont contacté en off. Dans cette dualité-là, évidemment. On peut dire qu'ils étaient très inquiets de ce qui est en train de se passer, mais malheureusement, il y a une sorte d'omerta, et il y a quand même un certain nombre de médecins très influents, dits transaffirmatifs dans les grands hôpitaux, notamment Robert Debré, qui travaille avec certaines associations trans qui sont pour les bloqueurs de puberté, etc. En ce moment, la Haute Autorité de la Santé qui est censée sortir un rapport sur ces questions de transition, et il y a certaines associations qui ont réclamé de savoir qui était dans ces groupes pour savoir s'il n'y avait pas des militants ou des associations transgenristes, et la Haute Autorité de la Santé, très bizarrement, ne veut pas donner les noms. Et donc en fait, il y a plein de milieux comme ça, le milieu des sports, le milieu des prisons, le milieu des vestiaires, où en fait, si on laisse cette idéologie-là prendre du terrain, dans pas longtemps, on va se retrouver avec des messieurs qui disent que c'est des madames dans nos vestiaires. Et je suis désolée, moi... What the fuck? Ça c'est évidemment un poncif de l'argumentaire TERF aussi. Laisser entendre que des hommes vont transitionner, vont faire semblant de transitionner pour être des femmes, pour être ensuite dans des prisons pour femmes, ou aller dans des toilettes de femmes, ou aller dans des vestiaires de femmes. En fait, quel est l'argument pour ça? Juste, quel est l'argument pour ça? Pour l'instant, on voit pas du tout ça se produire, et souvent ces personnes-là sont hautement à risque. Donc ça, c'est une panique morale qui est évidemment utilisée comme argument contre les personnes trans, mais on voudrait juste en fait des exemples où le moindre argument qui puisse présupposer qu'ok, c'est ce qui va se passer ou c'est ce qui se passe. Moi, quand je vais à la piscine, en fait, j'ai besoin de me changer qu'avec des femmes. Il va y avoir des répercussions très très concrètes sur nos vies si on ne fait rien. Quelles dérives les plus inquiétantes du transactivisme avez-vous observées? C'est quand même une idéologie qui, au bout du bout, En toute honnêteté, même si des gens ne le font pas pour, est-ce que la mixité ne pose pas problème? Est-ce que la mixité ne pose pas problème? La mixité où ça? La mixité dans les prisons, dans les vestiaires, de quoi tu parles? Pousse vers la déconstruire. Alors ils disent déconstruire, il faut tout déconstruire. La mixité, tu veux dire mixité de quoi d'ailleurs du coup? Oui, il faudrait déconstruire le genre, il faudrait... Au bout du bout, c'est Entre personnes trans et personnes non trans, c'est ça que tu veux dire? Déconstruction ou la destruction du corps en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que la première étape, ça va être un truc un peu soft entre guillemets. Ok, mais ça c'est évidemment un argument qui tombe à l'eau direct parce que elle parle de destruction du corps, mais les gens qui, encore une fois, le taux de suicide et les idées suicidaires diminuent chez les personnes trans parce que ces personnes ont recours à des chirurgies, on va dire très lourdes ou relativement lourdes. Donc s'il n'y a pas ce qu'elle appellerait elle une destruction du corps, qu'il n'y a pas une destruction du corps, simplement de la chirurgie qui peut effectivement être très lourde, en fait il y a suicide, ou il y a probablement suicide, ou il y a tentative de suicide. Qu'est-ce qui est préférable en fait? Nous ce qu'on veut c'est que les personnes se suicident moins, et y ait une meilleure qualité de vie, c'est ça qu'on veut. Vous pousse à acheter des binders, donc par exemple pour les filles c'est des brassières compressives qui vous aplatissent complètement la poitrine de sorte à avoir un torse masculin en apparence. Rien que ça, par exemple, rien que ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand vous... Ok, mais si c'est ça, ou la personne va avoir une qualité de vie extrêmement exécrable, socialement exécrable, qu'est-ce qui est préférable entre les deux situations? Vous portez des binders trop longtemps, vous pouvez avoir des côtes cassées, vous pouvez avoir des problèmes de respiration, le sang ne circule plus bien, donc... Ça, pour moi, ça sonne comme un argument, limite, en fait, ça sonne comme un argument qui serait pour elle un contre son camp. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est proposer à ces personnes-là des solutions les plus efficaces possibles en termes de diminution de la souffrance, etc. Et par ailleurs, que la transition de genre, que la transidentité en général soit encore plus acceptée dans la société.
plus ce sera accepté. De toute façon, plus ces personnes-là auront une qualité de vie, disons, améliorée, évidemment. Vraie question sur mauvaise foi dans les vestiaires, dans le sport. La mixité dans le sport, je sais pas, ça va sûrement dépendre des sports. Et après, dans les vestiaires, la mixité dans les vestiaires entre personnes trans et personnes non trans, je pense pas que ce soit un problème. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que les conséquences seront davantage positives que négatives. Vous pouvez avoir des phases où vous vous évanouissez. Et puis donc, la transition, elle peut aller évidemment bien plus loin que le stade des binders, c'est-à-dire que la première étape, ça va être pour les enfants, les bloqueurs de puberté. Ensuite, pour les jeunes filles... En fait, là, elle énumère ça, moi je me dis, ah cool, c'est super, les enfants peuvent éventuellement bloquer leur puberté en cas de transidentité. Génial, cool. La testostérone et pour les jeunes hommes, les œstrogènes. Et puis enfin, l'ablation des parties génitales, puisque c'est ça le terme médical, le vrai terme médical. Ces gens-là nous parlent d'opérations dites de réassignation sexuelle, comme si on pouvait véritablement changer de sexe. Changer de sexe, c'est un abus de langage en réalité. Ça n'existe pas. Pour l'être humain, le sexe est immuable. Ces opérations-là consistent je suis pas sûr de savoir ce qu'elle veut dire par là. J'ai l'impression qu'elle veut dire changer de sexe est impossible et j'aimerais bien savoir c'est quoi l'argument pour ça. Mais oui, on peut appeler ça ablation des parties génitales si tu veux. Et non, ça n'en demeure pas moins quelque chose de positif. Véritablement. Dans la plupart des cas. En ablation de parties génitales saines pour reconstruire un simulacre du sexe opposé. Donc, qui n'est même pas fonctionnel, c'est ça la tristesse. C'est-à-dire que si véritablement on avait les moyens d'offrir des sexes qui seraient fonctionnels ensuite, bon, ce serait moins... je sais pas ce qu'elle veut dire par fonctionnel, faudrait lui demander ce qu'elle veut dire par là, je sais pas trop, mais je suis à peu près certain que les pénis sont capables d'être en érection. Moindre mal. Là, on se retrouve face à parfois des choses qui ressemblent à... Voilà, c'est de la boucherie. Pour la prescription d'hormones, pour la prescription... Alors, j'ai envie de dire tout simplement, si jamais c'est le cas, et je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais si jamais c'est le cas que effectivement il y a des opérations qui échouent ou qui sont mal réussies, bah améliorons la technologie par rapport à ça alors. En fait, la réponse c'est pas de dire ok, il y a quelques opérations qui se passent pas bien, genre le résultat est pas à la hauteur des espérances de la personne, du coup arrêtons de faire des chirurgies. Non, il me semble que la conclusion de ça c'est ok, essayons d'améliorer la technologie par rapport à ça pour faire en sorte que le maximum des opérations réussissent et conviennent et que le résultat convienne aux attentes de la personne qui se fait opérer. C'est ça la conclusion, hein. Tous les médicaments, dans le cadre d'une transition, c'est toujours fait hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Quand il s'agit de faire des opérations ou je sais pas, par exemple, il y a des gens qui ont des brûlures très graves et ces personnes-là vont du coup avoir parfois recours à des chirurgies esthétiques pour reconstruire leur visage ou ce genre de choses. Mais tu dis pas dans les cas où l'opération ne se passe pas bien, où le résultat n'est pas à la hauteur des espérances de la personne, tu dis pas, ok, du coup, on va arrêter toutes les personnes qui se brûlent, on va arrêter de leur faire des chirurgies esthétiques. Non, tu dis, on va essayer de faire en sorte d'améliorer la technologie, d'améliorer l'efficacité de ces chirurgies au maximum, de telle sorte que tous les patients aient des résultats à la hauteur de leurs attentes. Je pense que là, il y a vraiment que dans le cas de la transidentité où ces personnes-là, parce qu'elles sont transphobes, vont se dire, ok, du coup, vous ne pouvez pas opérer les gens qui demandent des opérations. Pour prendre le cas des bloqueurs de puberté, par exemple, dans le cadre d'une transition, ils peuvent être administrés à des enfants sur une durée de 6 ans à peu près. Normalement, les enfants donc, qui ont des problèmes de puberté... Ah, fonctionnel dans le sens reproducteur, tu penses, coach? Je sais pas. Ça me paraîtrait bizarre parce qu'il y aurait toujours la production de gamètes dans les deux cas. En principe. Précoce. Quoi qu'il y a des données qui montrent qu'il peut y avoir une diminution assez significative de la production de spermatozoïdes, par exemple, chez les mâles. Mais sauf que tu peux éventuellement les congeler au préalable, les spermatozoïdes, et faire une fécondation in vitro par la suite ou quoi. Donc au final, ça serait toujours pas un argument, on va dire, valide. À qui on donne ces médicaments-là ne peuvent pas les prendre pendant plus de 2 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces médicaments-là, les bloqueurs de puberté, viennent arrêter la production d'hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, elles ont un rôle au moment de la puberté, pas uniquement sur le développement des caractères sexuels primaires et secondaires. Elles ont aussi un rôle très très important sur la construction du squelette et sur la construction du cerveau. Les médecins font ça de façon très prudente normalement. Pour le cas des hormones croisées, donc testostérone pour les femmes et... Ok, mais là, il y a un malentendu entre déjà les hormones, la prise d'hormones, donc la thérapie hormonale et les bloqueurs de puberté, c'est pas la même chose, je rappelle. Moi, je veux bien qu'on donne des arguments contre les bloqueurs de puberté et contre les thérapies hormonales, mais il faut me donner en fait des données empiriques. Moi, personnellement, les données empiriques que j'ai consultées,
Je peux les partager si jamais. J'en ai dans mes dossiers de LogSec. Je vais l'ouvrir rapidement. Parce qu'il y a effectivement pas mal de données, il y a pas mal d'études scientifiques qui sont penchées sur la question justement des bloqueurs de puberté pour les personnes trans, mais pas que, parce qu'il y a évidemment des enfants qui prennent des bloqueurs de puberté pour des raisons absolument autres que la transidentité. Alors, où est-ce que c'est Il y a quelques données justement qui parlent vite fait de la masse... de la masse osseuse, parce qu'il y a des craintes que certains traitements puissent justement altérer la masse osseuse pendant la croissance. Globalement, il me semble que c'est pas un problème. Globalement, sur tout ce qui est bloqueur de puberté, il n'y a pas de souci. Sur les thérapies hormonales, du coup, c'est un peu plus, il peut y avoir des problèmes de santé un peu plus significatifs, mais en fait, il faut bien toujours se dire que la question n'est pas tant est-ce que ce traitement peut causer des problèmes de santé, on va dire, plus ou moins significatifs envers les personnes qui les prennent, mais plutôt, est-ce que ces potentiels effets néfastes supplantent les effets bénéfiques qui seront obtenus via ces traitements? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Entre une diminution, on va dire, plus ou moins significative de la masse osseuse, par exemple, ou de la densité, ce qu'on appelle la densité minérale osseuse, et le risque que la personne se suicide, évidemment qu'il vaut mieux une diminution de la densité minérale osseuse plutôt que la personne se suicide. Encore une fois, c'est ça le genre de question qu'il faut se poser dans ces débats-là. Il faut pas commencer à nier le fait que, oui, potentiellement, certains traitements peuvent avoir des effets négatifs. C'est juste qu'il faut bien insister sur le fait que les effets positifs supplantent les effets négatifs sur la majorité ou quasiment l'intégralité des traitements. Et pour ça, il y a une très bonne étude qu'il faut citer, c'est celle-ci, et une très bonne étude à citer. Association, je vais la faire en anglais. Between Gender Affirming Surgeries and Mental Health Outcomes, une étude de 2021. Celle-ci est très bien. En plus, elle est consultable en entier. Il n'y a pas besoin de passer par SciHub pour la download. Et celle-ci est vraiment parfaite pour ça. Et je crois qu'il y en a une autre qui est très bien aussi. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci de 2022, Mental Health Outcomes in Transgender and Non-Binary Youth Receiving Gender Affirming Care. Encore une fois, c'est deux études qui montrent que lorsque la personne transgenre effectue des opérations plutôt lourdes, du type chirurgie réversible, etc., on voit que les tentatives de suicide et ce qu'ils appellent suicidal ideation, donc les idées suicidaires, tout ça diminue significativement. Des fois, c'est divisé par 2, par 3, voire plus. Par rapport aux personnes qui voulaient ces choses-là, mais qui les ont pas eu, par exemple. Œstrogènes pour les hommes, ce sont des médicaments dont l'administration n'a été étudiée cliniquement que sur des sujets du sexe opposé. C'est-à-dire que lorsqu'on administre de la testostérone à une femme, on sait que cliniquement, ça n'était étudié que sur des sujets masculins. Et pourquoi est-ce que c'est grave de faire ça? Parce que les corps des femmes et les corps des hommes ne sont pas les mêmes. Ce que ça démontre aussi, c'est qu'il y a une... Ok, ça c'est ce qu'on appelle de la spéculation mécanistique. En fait, c'est juste complètement inutile. Montre-nous des données empiriques solides qui démontrent, encore une fois, que les opérations et les thérapies hormonales et les bloqueurs de puberté ont un effet davantage négatif que positif envers les personnes qui les prennent. Faille en psychiatrie actuellement. En effet, selon les différents services, selon les différentes statistiques, il y a à minima 70% des personnes qui souhaitent transitionner qui sont atteintes de comorbidités psychiatriques. Les comorbidités psychiatriques. Attends, on a dit quoi? 70% des personnes qui veulent transitionner. Attends, on va se refaire la phrase. Les différents services, selon les différentes statistiques, il y a à minima 70% des personnes qui souhaitent transitionner. 70% des personnes qui souhaitent transitionner qui sont atteintes de comorbidités psychiatriques. Alors, j'aimerais juste la source et j'aimerais juste qu'on explique ce qu'on veut dire par transitionner. Parce que je rappelle que transitionner, ça peut être simplement une transition sociale, sans aucun bloqueur de puberté, sans aucune thérapie hormonale, sans aucune opération, etc. Est-ce qu'elle parle juste des gens qui veulent transitionner et passer par des chirurgies? De quoi elle parle? Psychiatriques. Les comorbidités. Et bien sûr, où est la source? Les psychiatriques qui reviennent le plus souvent, ça va être le trouble borderline, la dépression, l'anxiété. L'autisme revient vraiment beaucoup. On sait que par exemple à la clinique du genre Tavistock qui a fermé suite à un scandale sanitaire, il y avait plus de 30% des personnes suivies qui étaient autistes, alors que l'occurrence dans la population générale n'est que 2%. Ce qu'on peut expliquer par exemple dans le cas de l'autisme, si je prends juste celui-là, encore une fois, deux choses à dire. La première chose à dire par rapport à ça, c'est source, évidemment. La deuxième chose à dire, c'est en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce que ça peut bien faire en fait dans ce débat de savoir qu'il y aura peut-être plus d'autistes chez les personnes transgenres ou les personnes qui veulent effectuer une transition via une thérapie hormonale ou via une chirurgie. Enfin, quelle est la pertinence en fait de cette déclaration? Là, c'est que souvent les adolescentes qui souffrent d'autisme, à cette période-là de leur vie, ressentent un décalage en fait entre leur maturité corporelle et leur maturité émotionnelle, ce qui crée voilà une
une forme de dysmorphophobie, de rejet de leur corps, mais ça se résoudra à l'âge adulte. Pour beaucoup de jeunes filles, il y a aussi... Ça serait, ok. Source pour les chiffres, et source d'une source scientifique qui corrobore ce qu'elle est en train de dire. C'est la question de l'état de stress post-traumatique. Voilà, des jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles, qui disent elles-mêmes qu'elles sont dans un rejet de leur féminité, parce qu'en fait, c'est à travers leur corps qu'elles ont vécu ces violences-là, et donc elles associent la féminité à quelque chose de terrible, quelque chose qu'il faut fuir, et donc elles préfèrent devenir des garçons par facilité. En réalité, la problématique, c'est qu'il y a énormément de maladies psy qu'on ne sait pas guérir, qu'on ne sait même pas soulager. Donc en fait, malheureusement en psychiatrie, parfois les psychiatres se retrouvent face à un mur, hein. Et là, tout d'un coup, il y a cette possibilité-là, qui est une forme de psychochirurgie finalement. Alors on change le corps. Ça, pour moi, tout ça, c'est la spéculation. Hein. C'est genre, on essaye vraiment de trouver un maximum d'arguments ad hoc pour justifier nos positions, quoi. C'est bienvenu à Ad Hocland. Pour essayer de soulager l'esprit des gens. Bon, on peut se demander si c'est véritablement éthique. Mais il y a aussi la question, en fait, de tous les jeunes qui ne transitionnent pas, mais qui se développent sur des bases cognitives complètement pourries. C'est-à-dire qu'on leur raconte que le sexe n'existe pas ou bien est un spectre. Personne dit que... Enfin bref. Que du coup, seul j'ai même pas envie de rentrer dans ce truc-là. le genre compte, et que votre genre, en fait, ce sont vos émotions. Donc si vous avez des émotions fluctuantes, vous êtes gender fluide. Donc c'est quand même très grave, quoi, d'asséner. Non, je pense pas qu'il y ait des gens qui disent si tes émotions fluctuent, ça veut dire que t'es gender fluide. Je pense personne dit ça. Genre passer de la tristesse à la joie, à la colère, fait pas que t'es gender fluide. Ça veut juste dire que il y a différents moments où t'as différentes émotions. C'est comme ça des contre-vérités biologiques. Il y a toute une génération On est passé de anecdote land à spéculation land à homme de paille land. C'est monstrueux. qui grandit comme ça dans un espèce de relativisme. Vous semblez dire que nous sommes face à une mode. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit au contraire d'un phénomène? Il y a des gens qui disent que emo ou skater c'est un genre. Si une personne dit que emo ou skater c'est un genre, c'est que j'ai pas du tout la même définition de genre qu'eux. Et je serais bien curieux de savoir c'est que leur définition de genre. Ultra minoritaire? Alors on peut penser que Elle parle d'éthique alors qu'elle lutte pour pourrir la vie des gens. C'est un peu ça. c'est voilà, une C'est pas faux. minorité, etc. Mais en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, si vous commencez juste à regarder ce qui se passe sur TikTok ou ce qui se passe sur Instagram, pour les gens qui ont moins de 30 ans, c'est pas anecdotique. C'est toute une façon de concevoir le monde, ce qu'est un homme et une femme, qui est en train de véritablement changer. Il y a 10-20 ans, les personnes qui transitionnaient étaient en majorité des hommes qui avaient plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce sont en majorité des Source. femmes qui transitionnent. À titre indicatif, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Ça, je crois que c'est vrai par contre. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui transitionnent. Je crois que c'est vrai, mais il faudrait que je retrouve les chiffres. Mais je crois que c'est vrai. accueille les moins de 20 ans qui veulent transitionner, on est à 68% de filles et de femmes. Pourquoi? On pense aujourd'hui, selon certaines études, notamment des études menées par la docteure Lisa Littman, qu'il y a un phénomène de contagion sociale. On sait que Le El famoso phénomène de contagion sociale. ce sont majoritairement les filles et les femmes qui sont... Okay, ça c'est pareil. C'est pas parce que c'est ad hoc que c'est faux, évidemment. Tu peux avoir un argument ad hoc qui s'avère être finalement genre valide et concluant. C'est possible. Avec un peu de chance, mais ça sonne tellement ad hoc ça aussi. Ça sonne tellement ad hoc. En fait, il y a tellement d'explications plus plausibles que ça, en fait. Si on veut utiliser ce qu'on appelle un peu le hasard d'Occam, prendre un peu toutes les explications genre potentielles, pas trop tirées par les cheveux, et qu'on procède par élimination, la question de la contagion sociale arrive pas dans les premières en fait. Sensibles à la contagion sociale. Et donc, on voit aujourd'hui que le phénomène trans, il est beaucoup dans les écoles, sur les réseaux sociaux, dans les adolescents. L'effet de mode, je pense que c'est un vrai argument. Pour que ce soit un vrai argument, il faudrait que ce soit corroboré par des données empiriques. Il faudrait que ce soit corroboré par des données empiriques, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faudrait qu'on sache de quoi on parle quand on parle de transition. Les adolescentes en particulier, peut-être, suivent des tendances, en fait, par peut-être conformisme, par une forme peut-être de recherche identitaire aussi. On cherche quels sont ses goûts, on expérimente des choses. C'est quelque chose de tout à fait normal lors de l'adolescence. Ce que pense la docteure Lisa Littman, c'est que ça commence au début par un phénomène donc d'imitation et qu'au bout d'un moment, ces filles y croient tellement qu'elles se mettent à véritablement ressentir des symptômes liés à la dysphorie de genre et finalement... Ok, là c'est encore une fois c'est spéculation land. Ok, moi aussi je peux inventer des histoires genre à dormir debout pour essayer de justifier certaines positions, mais sur des affirmations empiriques comme ça, tu peux pas juste partir dans des je sais pas, des spéculations comme ça sans jamais rien corroborer par des études, des avis d'instances on va dire officielles, crédibles de psychologie qui sont spécialistes des questions de transidentité, etc. Elle rentre dans un espèce d'engrenage. Puis oui, on offre
la puissance médiatique du wokisme, je sais pas ce que ça veut dire wokisme. Une sorte de famille Et merci pour le follow. virtuelle, une forme de nouvelle famille à des adolescents qui peut-être, bah voilà, ça se passe pas toujours bien chez eux, etc. Et ils ont tout simplement besoin de, voilà, se sentir en communauté et donc cette idéologie offre ça. Si ils rentrent là-dedans, ensuite c'est très très dur d'en sortir parce que s'ils décident de ne plus adhérer en fait à cette façon de penser et ne plus utiliser leur novlangue aussi parce qu'il y a tout un langage transgenre, cisgenre, assigné à la naissance, parler Je pense que je devrais peut-être faire un bingo, comme j'ai fait pour Michel Onfray, je serais peut-être chaud pour faire un bingo pour Marguerite Stern et Dora Muto. de tous les genres possibles et imaginables, connaître les drapeaux, etc. Quand un jeune veut en sortir, s'il commence à ne plus utiliser ces termes-là, on va très très vite le traiter de transphobe, lui dire que il est un oppresseur, etc. Que vous semble-t-il alors urgent à mettre en place pour éviter ces dérives? Nous, on soutient totalement l'initiative des sénateurs du groupe Les Républicains menée par Jacqueline Eustache-Brinio, c'est-à-dire que, en effet, interdire l'administration de bloqueurs de puberté dans le cadre d'une transition, ça nous semble être d'une urgence extrême, parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre d'enfants qui sont sous bloqueurs de puberté, mais il y en a probablement des centaines. Si on fait des projections à partir des seuls chiffres dont on dispose, qui sont ceux de la Pitié-Salpêtrière, ils ont mis quand même. C'est du bon sens de constater qu'ado, on n'est pas du tout matière dans nos décisions, laisser les gamins tranquilles. Ok, mais en fait, la question que tu te poses, c'est de savoir comment je peux maximiser au mieux le bien-être, je sais pas, de mes enfants, de tel ou tel enfant. Évidemment que si un enfant est extrêmement mal dans sa peau, dans le genre dans lequel il se trouve actuellement et qu'il a envie de changer de genre, quel peut bien être l'argument pour dire non, je vais t'empêcher de le faire, tu vas rester mal dans ta peau jusqu'à ce que tu sois, je sais pas, majeur et quand tu seras majeur, tu feras ce que tu veux. C'est évidemment problématique de raisonner comme ça. Quand même 11% de Je rappelle que pour les enfants, il y a rien d'irréversible. Hein. Les enfants, c'est interdit de faire des opérations chirurgicales de transition, etc. C'est interdit sur les enfants, je rappelle. Hein. leurs petits patients sous bloqueurs de puberté et 44% sous hormones croisées. Il y a entre Ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Et les bloqueurs de puberté, c'est réversible lorsqu'on arrête de les prendre. 10 et 20 unités hospitalières de ce type-là en France. Donc, première urgence, mettre un peu le nez dans ce qui se passe dans ces unités hospitalières-là. Et puis, en effet, s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un entrisme très très fort de l'idéologie transgenre dans les écoles actuellement, avec des manuels scolaires qui font la promotion de l'idéologie transgenre, qui vous parlent d'identité de genre, de sexe assigné à la naissance, etc. Ils nous sont plus important à l'école de remettre Ok, c'est quoi le problème avec tout ça en fait, je comprends au cœur du programme des savoirs élémentaires, des savoirs fondamentaux, des savoirs scientifiques et d'enlever toute l'idéologie qui s'y trouve. Pourquoi est-ce que des pays comme le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande décident de faire marche arrière? C'est parce qu'il y a des médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a par exemple une étude du docteur Ludvigsson et Lundén, deux psychiatres en fait de l'hôpital Karolinska de Suède, qui a désormais arrêté de faire transitionner des enfants, qui ont participé à faire transitionner des gens à partir de 75. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont mené une étude d'ampleur. Et les conclusions de cette étude, elles disent, premièrement, on ne sait pas exactement ce qu'est la dysphorie de genre. Donc déjà, comprenons le trouble psychique. La dysphorie de genre, c'est défini de manière très très claire dans le DSM-5. Alors ça peut être amené à évoluer. C'est bizarre de dire, je sais pas ce que c'est la dysphorie de genre. Oui, il y a une nouvelle édition. Est-ce que c'est... Ouais, je vais pas... Les éditions, elles sont consultables ici, hein, sur l'American Psychiatric Association. La dysphorie de genre, c'est défini assez clairement sur leur site. C'est ça, hein, ok? C'est juste ça. Après, il y a une terminologie qui est un peu décrite, définie par ça. Mais... Donc c'est bizarre de dire, on sait pas vraiment ce que c'est. Ou alors elle s'est trompée dans son vocabulaire, ou elle voulait dire autre chose. Dont on parle pour prétendre le soigner. Deuxième grande conclusion que tirent ces médecins-là, c'est désormais les traitements hormonaux sur les enfants, ça doit être considéré comme de l'expérimentation médicale. Ce sont des gens engagés sur la santé des personnes transgenres qui reconnaissent avoir fait une erreur. On pense qu'il faut les écouter. Et ben voilà, hein, ça c'est fait.